Voilà une polémique dans la polémique, celle des cagnottes. Parce qu'il y a une cagnotte... Mais je vous laisse expliquer. Alors effectivement, il y a une cagnotte en faveur de Naël, donc le jeune homme tué à Nanterre mardi dernier. Donc vous allez la voir. Elle est faite par des amis de la famille. Naël, 17 ans, est décédé dans des conditions d'une extrême violence. Et donc, pour la mère de Naël, elle a besoin de notre soutien pour affronter les longues épreuves qui l'attendent. C'est une pratique commune, les cagnottes. Et vous allez voir le montant, 237 000 € aujourd'hui. Et ça, c'est une cagnotte qui fonctionne depuis mercredi. 237 000 € récoltés. Et samedi, une autre cagnotte a fait son apparition, qui, elle, officiellement, a été décidée pour soutenir la famille du policier de Nanterre. Et elle a récupéré, pour l'instant, 1 114 000 €. Donc, dans ce match odieux des cagnottes, on va dire que la cagnotte policière gagne. Celui qui a lancé la cagnotte de la police est connu, il s'appelle Jean Messia, ancien responsable du Rassemblement national, ancien responsable de Reconquête, aussi le parti d'Éric Zemmour, qui a expliqué ceci ce matin. « Je préfère faire une cagnotte pour un policier que pour un délinquant, que ce policier soit en prison pour homicide volontaire, comme l'a qualifié la justice, n'a pas freiné Jean Messia. Ce policier a des états de service exemplaires et il est en prison en ayant fait son métier. Il y a peu de doute, me semble-t-il, même si c'est de l'interprétation, que le succès de cette cagnotte ne corresponde au message de Jean Messia. C'est-à-dire que beaucoup de gens manifestent leur solidarité, non pas avec la famille du policier, mais avec le policier. Avec la famille de la victime, avec la famille de Naël? Non, il y a peu de doute que les gens qui assurent le triomphe de la cagnotte du policier, il y a peu de doute que plutôt que soutenir la famille du policier, ils soutiennent le policier. Le policier lui-même. Voilà, c'est un acte qui, me semble-t-il, a cette conscience politique-là. Parce que dans la population, sans doute de manière très partagée, le fait que le policier soit en prison est un choc. Et d'ailleurs, on voit bien que, sans le dire, les syndicats de police, qui sont un peu ennuyés, on va dire, depuis le début, partagent cette analyse et surfent sur l'opinion publique samedi. Ce communiqué commun d'Alliance, qui est un syndicat de police très représentatif des policiers, celui qui dit que le problème de la police, c'est la justice. Et UNSA Police ont fait un communiqué de presse où ils parlent des... Alors bien sûr, ils s'appuient sur... toutes les violences qui sont commises depuis mardi soir. Maintenant, ça suffit, ils parlent des hordes sauvages, des nuisibles, donc, les policiers sont au combat, disent-ils. Nous sommes en guerre et demain nous serons en résistance, il faut que le gouvernement en ait conscience. Et ce communiqué a paru tellement étrange, en résistance contre qui et contre quoi? La police est au service de la République. Elle n'est en résistance par rapport à rien, la police. La police, elle obéit aux autorités républicaine. Elle n'a pas de la résistance, la police. Enfin, c'est que Alliance et UNSA Police ont retiré leur trappe, en disant qu'il était sujet à polémique, qu'on ne les comprenait pas et qu'on les retirait. Mais tout ça témoigne évidemment d'un état d'esprit qui est très particulier. Être policier aujourd'hui, évidemment, moi je ne le ferais pas ce métier. Hein. C'est une difficulté immense. On l'a vu dans d'autres crises, la crise des Gilets jaunes. Je vais en reparler un petit peu. Je me souviens, et je le dis, parce que moi, je n'ai pas la haine de la police. C'est stupide d'avoir la haine de la police. C'est stupide d'avoir la haine de la police. J'ai le souvenir du couple de policiers assassinés à Magnanville, parce qu'ils étaient policiers. Donc, être policier, c'est au service du bien commun. Être policier, c'est nous permettre à nous de vivre nos libertés. Donc, il faut beaucoup de courage pour être policier. Mais enfin, la police ne peut exercer que dans le cadre légal et républicain. Et on peut noter... Peut-être parce que l'angoisse est tellement forte de la part de la population que nous ne regardons pas beaucoup la police. Je voudrais vous montrer 3 coupures de presse. On ne sait pas ce que c'est la police. Il y a de tout dans la police. La police est-elle raciste? Non. La police est-elle républicaine? Oui. Y a-t-il des éléments racistes dans la police? Oui. Avec quelle intensité, quelle importance? Nous n'en savons rien et nous ne voulons pas regarder. Ça, c'est janvier 2023. Un policier diffuse sur Telegram des messages racistes et des fichiers confidentiels. Il a été mis à l'écart. À qui les diffusait-il? Comment était-il reçu? Quelle discussion suscitait-il dans les commissariats?
Personne n'enquête là-dessus. Deuxième message de mai 2023. C'est récent. Hein. Il y en a tout le temps, hein, des messages comme ça. Hein. Alors là, on ne voit pas bien, mais là, c'est une discussion entre deux policiers sur les réseaux sociaux. Ils se sont fait choper. Quand est-ce qu'on fait une ratonnade? Et voilà. Et bon, alors, si vous savez, si on en est à parler comme ça quand on porte un uniforme de policier, c'était une blague, ont-ils dit. C'est que quand même... on a dans la tête des drôles d'idées. Et enfin, en juin 2023, ont été repérés dans les rues des policiers à Lille qui ont un tatouage. Alors un tatouage, ça s'appelle, moi je ne connaissais pas, hein, le Valknut, qui est un tatouage issu des pays nordiques et qui signale l'extrême droite. Enfin bon voilà, nous sommes submergés par tout ce que vous voulez. Il y a des problèmes dans la police. Bien sûr, la police fait face depuis une semaine à des choses terribles. Et la police, par son action, tient debout la République. Ce que nous avons vu avec le maire de La Haye-les-Roses est profondément choquant, bien sûr. Mais enfin, il faudrait regarder aussi et avoir des débats sur la police. Et je voudrais en terminer en vous rappelant une chose. Un ministre de l'Intérieur a essayé de poser ce problème. Il s'appelle Christophe Castaner. Il fait un discours le 6 juin 2020 dans la cour de Beauvau pour dire que quand même il y a des comportements qu'il faudra regarder. Les policiers ont déposé les menottes pendant tout le mois de juin et le ministre de l'Intérieur a changé. Et c'est Gérald Darmanin qui a succédé à Christophe Castaner. Il est fréquent et courant que ce soit les syndicats de policiers qui n'ont pas choisi ce ministre de l'Intérieur, mais fassent partir des ministres de l'Intérieur. Alors dans les extrêmes désordres que nous vivons aujourd'hui, très choquant, bien sûr, ce qui se passe depuis plusieurs nuits en France est choquant et nous avons besoin de la police. Il y a derrière tout cela un problème de police qui doit rester républicaine et nous devons veiller et être exigeants avec tous les policiers, quelle que soit la difficulté de leur tâche, et bien sûr elle est difficile. Est-ce que cette cagnotte vous choque, Jean-Michel? Alors je vais vous dire la vérité, non. Je ne vois pas pourquoi elle me choquerait. Moi, j'ai été favorable aux cagnottes pour les gilets jaunes, que le gouvernement a interdit, pour qu'ils puissent se payer un avocat, que des gens soient solidaires de la famille du policier. Ça ne me choque pas. Voilà. Simplement, l'état d'esprit dans lequel c'est fait et le message odieux de Jean Messia ce matin, hein, je le rappelle, hein, je préfère le policier au délinquant. Le policier, il est tout de même en prison pour homicide volontaire. C'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est comme ça. Et la phrase qui suit, c'est il n'a fait que son travail. Voilà. Vous savez, ça, c'est exciter les passions et ça n'est rendre service à personne. Mais être solidaire avec la famille du policier, ça ne me choque pas. Pareillement, moi, la famille, c'est normal, mais je pense que la somme et l'importance qu'a pris cette cagnotte, c'est aussi le symptôme aussi de ce qui se passe, de la réaction de nombreux citoyens, de toute évidence, face aux explications de texte. Pascal Bruckner a donné une excellente interview, je trouve, dans le Figaro hier, vraiment très bonne, où il rappelle quand même qu'il n'y a pas de projet. Comme en 2005, il n'y a pas une figure politique qui émerge de ces violences en disant voilà ce qu'on réclame. C'est juste le luxe de se taper la police, de détruire. Et ça provoque, la seule chose que ça provoque, c'est une réaction. Et une réaction négative. Il parle de contre-intégration et je trouve ça très important qu'il rappelle la fascination quelque part qu'exerce la violence sur une partie des sociologues, de monde artistique, etc. Et que ça, ce n'est pas aider ces banlieues-là que quelque part de trouver, mais vraiment injustifié, parce que c'est injustifiable ce qui s'est passé avec le maire, etc. Donc, quand on voit cette cagnotte-là, je pense que quand même, là, il serait bon d'écouter un peu aussi les citoyens et que quand ils assistent à cette scène de violence gratuite sans qu'il n'y ait aucune revendication politique, le résultat, c'est aussi une cagnotte de plus d'1 million pour la famille du policier, ce que je trouve, comme Jean-Michel, tout à fait légitime. François ? Oui, je pense qu'il y a derrière ce montant important qui ne cesse de grandir un soutien à la police, probablement. Hein, et au moins autant qu'à la famille du policier lui-même. Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est un indicateur du climat très particulier dans lequel on est. J'y reviendrai dans un instant à propos de mon propre parti pris. Jean-Michel, sans doute, c'est singulier que les policiers aient la tête de leur ministre, mais c'est assez courant. Les enseignants ont parfois la tête de leur ministre. La SNCF à la tête du ministre du Transport. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là dans le jeu un peu habituel d'un corps social qui, je crois, se sent malmené parce que, si vous voulez, ça me frappe, la distinction que vous avez faite de façon très fine et très juste entre la police qui se doit d'intervenir dans le cadre républicain et puis le cas d'un homme. Il est en prison pour homicide volontaire. Attention,
il n'est pas encore jugé. Hein. Il est présumé. C'est la justice qui a décidé d'ouvrir il est une sous mandat de instruction pour dépôt. homicide volontaire. Donc ce que je veux dire, c'est que cette distinction-là, elle n'a pas été faite par le président de la République qui s'est exprimé le soir même de l'incident. Et que le président a pu donner le sentiment, justement, d'abandonner un peu la police à la faveur de l'émotion suscitée par cette affaire. Et que, de ce point de vue, quand vous êtes avec le casque, face à la violence, etc., que vous soyez parfois découragé, ça ne justifie en rien les exactions que vous avez pointées sur les messages racistes, etc. Je parle du tract. Hein. Mais dont on ne parle jamais. Bah, si. Les policiers. Vous trouvez que les policiers font l'objet de beaucoup d'enquêtes, qu'on cherche à savoir comment, qu'est-ce qui se dit dans les commissariats. Ils sont quand même régulièrement attaqués. Il y a des livres. Non, mais régulièrement dans la presse, c'est relayé. L'IGPN fonctionne. C'est les fonctionnaires qui sont le plus mis à l'index. J'ai regardé par curiosité ce qu'était devenu la perte de l'œil par Jérôme Rodriguez. L'IGPN s'est saisi de l'enquête. Nous sommes en janvier 2020. Eh bien, un policier a été mis en examen, on attend toujours. Et on ne sait rien. Mais ça veut pour tous les justiciers. Et on ne sait rien. Non. Si. Non. Je vous assure que si l'IGPN fonctionne, ça ne fonctionne pas en excès de vitesse. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je rappelle le montant des deux cagnottes, 237 000 € pour la famille de Naël, 1 148 000 € pour la famille du policier qui dort en prison aujourd'hui. Voilà, ce sont ces deux chiffres qui font que, évidemment, on parle de ce sujet ce soir. Et vous rebondissez, François, votre parti pris économique, sur la politique et l'argent. Oui. L'argent public pour les quartiers. Vous dites 50 ans d'échec économique dans les quartiers. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 14 plans banlieue successifs depuis les années 70, hein, donc c'est considérable. Difficile d'évaluer les montants parce qu'il y a des choux et des carottes. Enfin, ce sont évidemment des dizaines de milliards d'euros qui sont succédés. Et pourtant, il y a un sentiment d'échec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ce qui me frappe quand même, pour faire la suite avec la discussion que nous avions à l'instant, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même climat qu'en 2005. Non. En 2005, il y avait quand même très rapidement une espèce de contrition de la société, d'auto-introspection pour essayer de voir ce qui n'avait pas été, etc. Là, ce qui domine, c'est pas ça. C'est un désir d'ordre. C'est-à-dire que, justement, les exactions soient punies. Parce qu'elles ont dépassé la mesure, évidemment. Et on peut en citer quelques-unes. C'est le maire de La Haye-les-Roses, c'est l'attaque sur le mémorial de la déportation avec un appel à la Shoah, c'est les menaces pour brûler du PD à un bar gay de Brest. Enfin bon, hein, il y en a comme ça une litanie. Je parle même pas des pillages les plus ordinaires de petits magasins, de gens souvent modestes qui ont vu leur patrimoine disparaître. Donc il y a quand même, là c'est pas une observation politique, mais elle a des prolongements politiques. Il y a un désir d'ordre et un besoin, au fond, de rétablir l'ordre. Je pense que ça explique aussi le succès de la cagnotte dont vous parliez à l'instant. Pour autant, quand on calme les choses, qu'on regarde les choses à froid, parce qu'il faut le faire aussi, on voit que la situation dans ces quartiers QPV, un quartier prioritaire de la politique de la ville, elle est désastreuse. Et je ne parle pas de celle, justement, des auteurs des exactions qui ne nous intéressent pas, si ce n'est qui devraient être en cabane. Je parle de l'essentiel de la population qui souffre, évidemment, aussi de ces exactions. 5,5 millions de personnes. Hein. Quelques chiffres, quand même. Chômage 2,5 fois supérieur à celui de la population générale. 9% seulement ont un mode de garde, contre 68% chez les 20% de Français les plus aisés. 35% des enseignants qui opèrent dans ces zones ont moins de 35 ans, sont donc les moins expérimentés. C'est 22% dans la population générale. Désert médical. 248 médecins libéraux pour 100 000 habitants dans ces quartiers, contre 395 dans la population générale. 3 fois moins d'équipements sportifs. Je pourrais vous citer comme ça une vingtaine, une trentaine d'indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce climat particulier, sachant que la situation est véritablement problématique. Quand on regarde justement ces 14 plans banlieue qui se sont succédés, pour beaucoup, ils étaient concentrés sur le bâti, sur les immeubles qu'il a fallu rénover, et il a fallu le faire, évidemment. Pour autant, ça ne suffit pas. Et il y a 2 rapports intéressants qui se sont succédés. Le rapport Borloo, qui n'a malheureusement pas eu de suite, puisque le président l'a enterré en 2018. 60 milliards, hein. Alors, le rapport Borloo. J'allais venir à un autre, c'est celui d'El Kharoui, qui a été fait tout récemment, en 2022, qui lui est à 2 milliards. 2 milliards, c'est l'activité normale du président dans une semaine où il est en liberté. Hein. Donc, au prix où est le milliard. Accessible. Alors, juste quelques actions justement de ce rapport, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas forcément justement de
de reconstruire des villes, quoi, mais sur l'éducation. Évidemment, des places de crèche, inciter les enseignants les plus chevronnés à être dans ces zones-là, suivi d'une même cohorte de jeunes par les mêmes enseignants au fil des ans, tutorat d'adultes aussi à organiser. Deuxième point, la mobilisation des entreprises avec la valorisation de leurs actions dans ces QPV, dans leur rapport d'entreprise, exactement comme ils le font pour les actions au titre du climat ou de l'investissement responsable. Mesurer la diversité. Ça, c'est un point essentiel. Vous savez que les statistiques ethniques sont interdites en France. Et elles ont été interdites par une déclaration, enfin, par la loi. Mais Chirac a renforcé cela. On ne sait pas, on sait bien qu'il n'y a justement pas de diversité dans les entreprises, dans l'administration, on ne sait pas le mesurer. On ne peut pas traiter un problème si on ne le mesure pas. Troisième point, soutenir le travail associatif. Évidemment, il est essentiel, il est miraculeux. TF1 a diffusé samedi soir un reportage sur la ville de Houille, qui a traversé cette période de turbulence de façon extraordinaire, grâce au travail inlassable de ces associations, qui ne nécessitent pas d'ailleurs énormément d'argent. C'est souvent des bénévoles, des gens qui se dévouent corps et âme à ces tâches, et c'est formidable. Dernier élément, justement, pour répondre à ce désir d'ordre, augmenter la présence policière et aussi celle de magistrats qui auraient la possibilité de délivrer des peines immédiates de façon à faire diminuer le sentiment d'impunité. Tout ça pour dire que finalement, c'est pas forcément des dizaines de milliards, mais qu'il faut évidemment qu'on s'y intéresse. On fait évidemment le procès à Macron de ne pas avoir traité cette question parce qu'il a bazardé ce rapport de Borloo en disant, souvenez-vous, c'est pas 2 mâles blancs qui vont régler le problème. N'oublions pas quand même qu'il avait fait un plan pauvreté peu de temps auparavant qui avait été salué par toutes les associations parce qu'il avait été bien pensé. Donc évitons les procès hâtifs, mais il est certainement de temps pour s'y mettre et pour justement rénover un peu la boîte à outils qui n'est pas forcément coûteuse. Ça fait aussi partie de la réflexion.